Orano a perdu 133 millions d'euros en quelques mois au Niger, après que l'État nigérien ait décidé de se prendre en main. Voici même ça que Nathalie Yam a publié. Joli cadeau pour le premier anniversaire de la souveraineté durable au Niger. Le groupe français Orano pleure une perte de 133 millions d'euros au premier semestre 2024 en raison de ses difficultés, entre guillemets. Vous n'avez pas dit que le Niger ne représentait rien chez vous. Et puis l'emoji cadeau d'anniversaire. Je vais donc vous expliquer l'affaire pour que vous puissiez avoir les éléments de compréhension. Orano a dû faire une croix sur les prometteuses réserves d'uranium du Niger, qu'ils avaient même déjà privatisées, en pensant sérieusement que tout cela leur appartenait. Le Niger avec. Exproprié par le gouvernement du Niger au pouvoir depuis 1 an, le groupe détenu à 90%, retenez le chiffre là, par l'État français a enregistré de lourdes pertes. Ils refusent néanmoins de partir. Ils refusent de tourner la page comme d'habitude et ils veulent garder la main tendue vers le Niger. En même temps, est-ce qu'ils ont le choix? Honnêtement, ils n'ont pas le choix. On voit leur vraie richesse, on voit la vraie richesse de la France quand on la coupe de ses réserves africaines. Les revenus gérés par l'exploitation de l'uranium n'ont pas permis à Orano de maintenir ses opérations au Niger. La situation est devenue très compliquée pour l'entreprise en raison des difficultés logistiques et le refus du gouvernement d'autoriser l'exploitation d'uranium. C'est ce qu'a du moins expliqué Nicolas Maes, le directeur général du groupe majoritairement détenu par l'État français. J'insiste encore dessus, lors de la présentation de ses résultats financiers. J'ai une question, qui leur a même dit qu'ils étaient les bienvenus au Niger? Probablement les gens qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Ceux qu'on appelle communément les valets locaux. Bon, maintenant, ce ne sont plus les valets qui sont au pouvoir. Vous allez au Rwanda. Les comptes semestriels d'Orano, marqués par les dépréciations importantes dues à ses activités minières au Niger, montrent des pertes après une année 2023 très favorable, où ils ont gagné énormément d'argent. En fin juin 2024, Orano enregistre une perte nette de 133 millions d'euros et un résultat opérationnel de 12 millions d'euros, contre 260 millions d'euros qu'ils avaient gagnés l'an dernier. Durant la même période, 260 millions d'euros en 2023 dans leur premier semestre. Vous voyez comment les gars étaient bien. À l'époque, c'était vraiment le sasaé. C'est là que vous réalisez que les gars pompaient comme ils voulaient. Ils exploitaient sans retenue. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune pitié. L'amélioration de la situation politique au Niger, qui s'illustre avec la prise de contrôle des actifs miniers par le gouvernement, est à l'origine de cette situation chez Orano. La société exploitant les mines de Somaïr depuis 1971, détenue conjointement par Orano et l'État nigérien, se trouve presque à cessation de paiement, en raison donc de l'impossibilité de vendre l'uranium à l'export et de l'accès limité au matériel nécessaire pour poursuivre les opérations. La production, maintenue dans les mois suivant la prise de pouvoir du général Tchiani, est désormais à l'arrêt. Ouais, ils ont stoppé tout. De plus, 180 millions d'euros de stock de Yellow Cake, le concentré d'uranium produit sur place, sont bloqués, rendant impossible le fait de fuir avec ou encore rendant impossible le fait que Orano vende ça. 1 mois auparavant, donc en mai, après l'échec des négociations entre l'État nigérien et Orano pour accéder à l'exploitation d'autres mines prometteuses, le groupe français a perdu son exploitation pour la mine d'Imouraren. Initialement prévu pour entrer en activité après 2028, ce site possède un gisement difficile d'accès, mais estimé plus vaste que les autres mines d'Orano au Canada, en Mongolie et au Kazakhstan. Donc, à ceux qui disent que non, ils ont déjà trouvé des alternatives et patati et patata, vous comprenez maintenant qu'ils cherchent juste à garder la face, non? Vous comprenez ça, j'espère. Il n'existe aucun monde où l'Occident s'en sort sans l'Afrique. Aucune dimension parallèle. Voilà le déficit énergétique qui sera de plus en plus accentué, avec la perte de l'exploitation gratuite de l'uranium du Niger encore considérée il y a peu comme étant une sous-préfecture française. Je répète, les gens s'y vont Rwanda. Ceux qui ne voulaient pas écouter la vérité, vous serez bien obligés de l'admettre et d'admettre par la suite votre hypocrisie. Parce que parfois vous connaissez la vérité mais vous cachez les yeux. Orano n'est pas le seul groupe minier en difficulté au Niger. Non, non, pas du tout. En début juillet, donc en début de ce mois, l'entreprise canadienne GoviEx a également perdu son permis d'exploitation pour un important gisement d'uranium à Madouela. C'est situé après Arlit. D'ailleurs, les gens d'Orano disent que ces décisions sont incompréhensibles car ils privent l'État nigérien, actionnaire à la hauteur d'un tiers dans l'exploitation des mines, d'une ressource financière majeure. Bon, ça ne les a pas aidés jusque-là, mais soit, comprenons. Vous voyez une fois de plus là qu'ils font semblant de ne pas comprendre et essaient de faire passer les autres pour des idiots et essaient de faire passer le gouvernement nigérien pour des idiots, pour un idiot. Une entreprise qui est détenue à 80% par l'État français
fait comment pour donner 33% des actions à l'État du Niger? Ou alors c'est moi qui ne comprends pas. Si c'est que c'est moi qui ne comprends pas, vraiment expliquez-moi ça en commentaire. Toujours en train d'embrouiller, de mentir, de tricher ou alors de tromper. C'est par les actes que la vérité va sortir. C'est-à-dire vous allez transpirer la vérité comme ça quand vous serez dans la merde. Parce que jusqu'à présent, avec le peu d'action qui est réalisé, on voit bien qu'il y a besoin de l'autre. Des ressources exploitées par la France depuis les années 1950. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour le Niger de pouvoir enfin se débarrasser de ces entreprises. Et pour Orano, donc, c'est un énorme manque à gagner. Et ils le savent. Et c'est parfait comme ça pour moi. C'est même magnifique. J'encourage, vous n'imaginez même pas à quel point ce genre d'information me fait plaisir. Avant, on dirait que Orano prend 70% de son uranium au Niger. Durant cette même période l'année dernière, on disait que non, c'est 30%. Aujourd'hui, Nicolas Maes, le PDG d'Orano, dit que non, en fait, le Niger ne représente que 15% de l'approvisionnement d'Orano. N'est-ce pas? Il rajoute même que ça fait beaucoup, mais bon, ça va, c'est gérable. Vous voyez qu'il tente simplement de rassurer ces gens. Et le gars a même dit à Mondo Vision que ces événements n'ont pas perturbé la livraison à leurs clients. Peut-être pas encore. Vous allez voir. Vous allez voir. Comme le chiffre ne fait que baisser, chaque jour une nouvelle couche de mensonges. Bientôt, on va même dire qu'en fait, non, ils ne prenaient rien au Niger. Qu'ils étaient juste là pour le soutien technique du gouvernement. Ils vont même peut-être aller plus loin. Les gars vont vous dire que non, ils travaillaient bénévolement. Ils étaient là seulement pour aider le Niger. Les chiffres ne font que baisser. Non, maintenant c'est 15%. Vous ne soyez pas surpris qu'en fait, non, Orano, ça fait des années qu'ils n'exploitent plus de mines. En fait, ils sont juste là en soutien au Niger. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'État nigérien les chasse. Blablabli, blablabla. Et dites-vous là maintenant qu'officiellement, Orano refuse d'abandonner ses ressources exploitées par la France. Depuis les années 50, j'insiste encore. Et continue de tendre la main vers le Niger et supplier pour la résolution du problème. Pardon, non. Ouais, pardon. Ce n'est que 15%, c'est pas très grave pour votre chiffre. Mais partez. Si ça va faire couler le Niger, votre problème est où là-dedans? En prenant acte de la situation, le groupe a toutefois enregistré des provisions pour les dépréciations sur l'ensemble de ses activités au Niger au dernier semestre. On parle de 69 millions d'euros liés à la valeur résiduelle du permis d'exploitation d'Imouraren et 105 millions d'euros liés aux activités de la société Assomaïr. Une provision supplémentaire d'environ 20 millions d'euros a également été constituée pour faire face à des créances au Niger, signe que le groupe est en train d'admettre que c'est la fin. Parce qu'une fois de plus, ils n'ont pas le choix. Ils sont en train de supplier, mais ils n'ont pas trop espoir. Apparemment, Tiani serre les dents. Il n'est pas là pour rire avec ces gens. 73 ans d'exploitation, pour ma part, je pense qu'ils ont déjà trop pris. C'est 73 ans de trop. Ce n'est même pas que là que la France a maintenant des problèmes. La France globale a des pertes, a de sérieux problèmes économiques. Elle entre dans la liste des pays qui gèrent de la pire façon possible leur budget. Et ce même avec l'économie de 14 pays en plus qui viennent soutenir leurs excès de dépenses et qui viennent payer leurs dettes à leur place. Bruxelles a publié le mercredi 19 juin ses rapports sur l'état économique budgétaire de chacun des 27 pays de l'Union européenne. Près d'une dizaine d'entre eux, dont la France, l'Italie, ont dépassé l'an dernier leur limite de 3% du PIB pour les bénéfices publics comme stipule leur pacte de stabilité. Est-ce que la France risque un krach sur les marchés financiers? L'idée est la suivante, puisque tous les indicateurs financiers de la France comme la dette et les différents déficits sont au rouge et que la France est devenue ingouvernable, est-ce que cette situation catastrophique va se répercuter sur les marchés? Concernant la dette du pays, elle est attendue à 3200 milliards en fin d'année, soit 13 fois les recettes du budget de l'État qui se montent à 250 milliards. Mais ce n'est pas tout. En 2023, l'État a dépensé 400 milliards, soit un déficit de 150 milliards. C'est exactement comme si une famille qui gagne 2500 € par mois en dépensait 4000. On sent bien que quelque chose ne va pas. De plus, pour 2024, officiellement, le déficit serait de 5% et des bananes. Mais selon mes sources, on s'achemine plutôt vers près de 6% de déficit, soit environ 180 milliards. Et tout cela se produit en dehors d'une grande crise du style 2008 ou crise des mesures anti-Covid. Dans un tel scénario, le déficit de la France battra donc des records dans une période dite normale. Ceci explique pourquoi l'Union européenne est en train d'engager une procédure pour déficit excessif. La France rejoint donc ce que l'on appelle les pays du Club Med, soit les pays les plus mal gérés de la zone euro avec l'Italie, la Grèce et j'en passe. C'est pour cela que certains évoquent même une sortie possible de l'euro et de l'Union européenne sous le poids de ces déséquilibres et de la poussée de ce qu'il est convenu d'appeler les extrêmes. D'ailleurs, les contrefeux commencent déjà à s'allumer puisqu'un bloc du centre commence à émerger pour mettre en place un gouvernement technique qui
se contenterait d'obéir aux ordres d'austérité de Bruxelles. Donc l'effondrement de la France aura lieu, c'est une certitude, et toute la question est de savoir comment vous allez la gérer. Alors allons-y. Tout d'abord, précisons qu'un effondrement met beaucoup de temps à se mettre en place, mais qu'il se réalise de façon très brutale. Comme le disait Oscar Wilde, lorsqu'on lui demandait comment il s'était ruiné, il répondait très lentement au début et très rapidement à la fin. On va terminer la vidéo avec quand même un truc qui m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Ce sont les statistiques des mercenaires engagés par l'Ukraine. Vous voyez ça juste là, statistiques des mercenaires engagés par l'Ukraine. Ça a été publié aussi par Nathalie Yamb. Alors, le premier chiffre, ce sont les tirailleurs recensés, comme vous pouvez le voir. Et le second chiffre, ce sont les tirailleurs éliminés. Voilà, il y a eu ceux que l'on a recensés, dans ceux qui ont été envoyés, et ceux maintenant qui ont été éliminés sur place. Et regardez donc les chiffres. Nigeria, 97, moins 47, il en reste 50. L'Algérie, 60, moins 28, il en reste 32. En Afrique du Sud, ils sont partis 35. Voilà 14 qui sont partis, ça fait en sorte qu'il ne reste que 21. Le Sénégal a envoyé 15 personnes. 4 sont restés, ça fait 11 encore vivants. La Guinée a envoyé 10, il en reste 6. La Tunisie, les 8 sont encore là. Au Gabon, il en reste 3 et au Libéria, c'est le même nombre. Des soldats du Zimbabwe, il en reste 4 sur 5. Au Kenya, personne n'a encore passé l'arme à gauche. Pour la Guinée équatoriale, ils étaient 2. Maintenant, il n'y a plus qu'un. La Libye et l'Éthiopie n'ont envoyé qu'un chacun et ils sont encore là. Une fois de plus, je trouve que c'est un de trop. C'est déjà un de trop, c'est déjà 97 de trop. J'ai juste une question. Pourquoi est-ce que des soldats africains meurent là-bas? N'avons-nous pas souvenir de l'histoire du XXe siècle? Comment expliquer aux familles le sacrifice de leurs enfants? On est bien d'accord que avec toutes les tensions et tous les rebelles dans la région du Sahel, ces hommes auraient été beaucoup plus utiles là-bas. Les 97 hommes envoyés par le Nigeria auraient pu plutôt soutenir le combat contre le terrorisme dans la région du Sahel. D'ailleurs, même simplement au Nigeria. Pourquoi traverser autant de terres pour mener des combats qui ne sont pas les nôtres? Et on précise là que ce sont les données de mars 2024. Donc peut-être qu'entre-temps, il y a eu d'autres victimes. Il y a eu d'autres personnes qui sont tombées au combat. Une fois de plus dans un combat qui n'est pas le nôtre. J'attends vos avis en commentaire par rapport à tout ce que l'on a vu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.